Sarah El Haïry, bonjour. Bonjour. Après cet accueil en fanfare par David, hier le président de la République a parlé à propos de la pénurie d'énergie. Faire peur ne mène à rien, a-t-il dit. Mais on a l'impression qu'il avait un peu lui-même inquiété les Français en parlant de la fin de l'insouciance. Vous savez, il y a une guerre sur notre continent aujourd'hui. Cette guerre, elle est quasi totale, ça a été rappelé, et elle a des conséquences dans notre vie de tous les jours. Ces conséquences sont effectivement sur l'énergie, entre autres. Et je crois que le temps est aussi à la vérité. Les citoyens doivent savoir, comprendre, et c'est pour ça que nos mesures sont très claires. Évidemment, il faut de la sobriété énergétique, bien sûr, pour regagner en souveraineté, en indépendance, et ne pas subir les pressions aujourd'hui et les conséquences de cette guerre. De la protection économique, donc baisser le coût et le contenir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la France est le pays où il y a le moins d'inflation en Europe. Et enfin, protéger en solidarité et donc en européen. La sobriété, 19 degrés par exemple pour le chauffage cet hiver, la sobriété de chacun, ça peut vraiment suffire ? C'est un effort collectif. Il n'y a personne qui peut y arriver tout seul. Notre mission, et c'est la mission entre autres de la Première ministre et d'Agnès Pannier-Runacher, c'est d'aller chercher des énergies décarbonées, bien sûr, d'aller chercher de la solidarité européenne aussi. Mais il y a une action individuelle à faire, que ce soit au sein des entreprises, que ce soit sur une consommation très personnelle. C'est un effort de guerre, d'une certaine manière. La solidarité européenne, ce sera la France qui donnera du gaz à l'Allemagne en cas de besoin. Le président l'a annoncé. Ça ne va pas être facile à expliquer aux Français, surtout si eux, ils ont du mal à se chauffer. Eh bien, absolument pas, puisque effectivement, c'est aussi les Allemands qui nous donnent de l'électricité. Et la solidarité, elle va dans ce sens-là. Et puis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Notre souveraineté, notre indépendance dépend aussi de la force européenne, de l'Union européenne. Nos économies sont interdépendantes, c'est la réalité. Nous avons un marché commun et être européen. Se comporter en européen, c'est aussi être solidaire avec ses voisins parce que nous avons autant besoin les uns des autres et notre force, c'est d'apporter des réponses communes. Il y aura aussi une contribution européenne payée par les opérateurs de gaz et d'électricité du continent qui ont fait des bénéfices. En gros, c'est une taxe sur les super-profits européenne. C'est une proposition du président de la République, une taxe exceptionnelle qui aurait vocation, non pas à aller chercher un débat idéologique, mais peut-être d'apporter une réponse utile au moment où nous vivons, sachant que c'est là où c'est pertinent. C'est européen. Ça n'a de sens que si c'est européen. Nous, on a fait un choix différent en France. Notre choix, il était de faire confiance à nos entreprises, aux grandes entreprises, et que, en grandes entreprises engagées, citoyennes, qu'elles aient des actes. Moi, je vois CMA-CGM, je vois Total, je vois un certain nombre d'entreprises qui sont dans cette démarche-là. Vraiment, c'est suffisant comme nombre d'entreprises ou est-ce qu'il faudra en pousser certaines ? Mais en réalité, il y en a plein qui s'engagent et qui ont envie d'aller, accompagner leurs salariés, accompagner les conséquences de cette inflation. Mais certaines entreprises vivent aussi les conséquences de cette inflation. Après, sur la question des super-profits en tant que tels, ça n'a pas de sens si c'est ponctuel et si c'est de la taxe spécifique. Aujourd'hui, la question, elle est sur les entreprises de l'énergie. C'est le projet du président de la République. On est dans un marché commun, donc porter cette proposition au niveau européen est la bonne, en tout cas pour moi, est la bonne échelle et c'est la proposition que nous faisons. Alors il y a une semaine, on attendait la rentrée avec beaucoup d'inquiétudes, elle devait être cataclysmique, manque de profs, etc. Comment ça s'est passé ? Eh bien, ça s'est bien passé et je pense que ça fait du bien de le dire. Il y a eu beaucoup d'anxiété avant la rentrée et pourtant, c'est plus de 860 000 enseignants qui sont rentrés avec une volonté absolument farouche, celle d'accompagner nos enfants. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir des discours catastrophistes avec... d'une certaine manière, et c'est ce que j'ai envie de saluer aujourd'hui, la confiance évidemment des parents dans l'institution éducation nationale, la mobilisation de mon ministre Pape Ndiaye, mais aussi en réalité des rectorats, des élus locaux. Et quand tu crées ce maillon un peu de force, eh bien la rentrée se fait. On a recruté également grâce aux travaux avec les présidents de région, les chauffeurs routiers qui manquaient. Enfin bref. La chaîne éducative a fonctionné et je salue du coup, évidemment, tout le travail des recteurs au niveau territorial. Et maintenant, c'est le tour des étudiants. On en a moins parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup plus d'angoisse parmi ces étudiants entre le marché de l'emploi, la crise du coût de la vie et la sortie de 2 années de Covid où leur fin de cycle secondaire a été un peu hachée menu ? Les conséquences de 2 années de Covid sont réelles dans l'énergie, sont réelles sur notre économie, elles sont réelles. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la jeunesse a toujours été la priorité du président de la République et donc de tout son gouvernement et de sa majorité. On vit le taux de chômage le plus bas, en réalité, de l'histoire quasiment de notre pays, chez les jeunes en particulier. Et
la question de quel modèle, comment on accompagne la rentrée étudiante, eh bien on l'accompagne de manière très quotidienne. Retour des repas à 1 euro, revalorisation des bourses à 4%, gel des droits d'inscription, gel en réalité également des loyers au sein du Crous, aide exceptionnelle de 100 euros. Mais il faut rappeler les choses, on a le pays qui a le modèle d'enseignement qui tend le plus longtemps à être gratuit et donc accessible. Et notre mission, c'est de faire que l'enseignement reste de qualité, d'accompagner les plus précaires, ceux qui sont le plus en difficulté, mais aussi, et c'est aussi notre mission, eh bien, de leur donner les moyens de s'insérer économiquement et donc de protéger l'économie de notre pays. Et vous les aurez, ces moyens, dans le budget de l'année 2023 ? Mais bien sûr, ce sont des engagements qui sont pris et qui sont déjà déployés. Quand on revalorise les bourses, quand aujourd'hui la ministre Sylvie Retailleau porte les questions du gel des loyers et des inscriptions dans les universités. C'est financé. Évidemment, c'est financé. Alors vous serez samedi à la Fête de l'Humanité pour un débat justement sur la jeunesse. Alors c'est pas exactement votre camp politique. Qui espérez-vous convaincre ? Bien, vous savez, moi je suis une militante politique. Ça a toujours été le cas. Je crois, j'ai un idéal, je le porte, je le défends. Et je pense que aller à la Fête de l'UMA, c'est aussi débattre avec un parti qui est républicain, qui a une histoire. Moi, j'ai bien vu les positions de M. Roussel pendant l'élection présidentielle sur la laïcité, sur les policiers, sur la lutte contre l'antisémitisme. C'est clair. Et quand c'est clair, on permet, moi ça me permet de défendre, de porter notre idéal avec une vision économiquement à l'opposé. Je suis libérale, européenne. Ils sont communistes. Mais la question qui se pose, c'est quels sont les points essentiels, mais aussi quels sont les points de divergence. Certains s'interrogent dans la majorité sur cette stratégie d'aller débattre. Est-ce que ça ne donne pas du crédit à une opposition qui, dans quelques semaines, ne vous fera aucun cadeau à l'Assemblée ? Ce n'est pas un cadeau. C'est pour aller preuve contre preuve, débattre d'un modèle, débattre des éléments. Après, je fais une grande différence entre la France insoumise et le Parti communiste. Demain, à la Fête de l'UMA, je débat au sein de la Fête de l'UMA avec le Parti communiste, avec le porte-parole en charge de la jeunesse. Je suis en plein dans ma mission. J'ai la plus belle des missions, celle d'apporter des réponses aux jeunesses. Et pour ça, je crois qu'il faut rappeler et ne pas laisser dire. Parce que caricaturer, c'est faire du mal à la vie politique et c'est aller alimenter des discours populistes. Et donc, j'ai envie d'être sur place pour porter notre bilan, le bilan du président. Ce sont les députés communistes qui ont porté la résolution accusant Israël d'apartheid en juillet. Je me souviens exactement de ce débat à l'Assemblée nationale. Et je crois que si j'en ai l'occasion, je rappellerai quelle est ma position et la position du gouvernement sur cette résolution. Quand le président de la République annonce un grand basculement, des temps difficiles, forcément, vous l'avez décrit, les périls sont nombreux, est-ce qu'on ne devrait pas rétablir un service national vraiment obligatoire ? C'est le projet qui est le nôtre. Maintenant, le débat, il devra y avoir un débat parlementaire, une évolution, l'expertise sur les expérimentations. Mais le projet, la promesse du président de la République, c'est la généralisation. La généralisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, que chaque jeune puisse y aller, que chaque jeune puisse être accompagné, qu'on aille chercher cette mixité, mais aussi, finalement, ces rencontres entre des jeunes qui ne se verraient jamais. Le jeune de Trappes et le jeune de Nantes, à quel moment ils se voient ? À quel moment ils se sentent français ? À quel moment ils se sentent fiers d'être français ? Encore plus quand notre modèle social tient sur le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de la responsabilité individuelle dans un projet collectif, bien sûr, mais dans le fond, si tu ne fais pas, la République, elle n'y peut rien. Et donc, pour aller chercher ça, il faut proposer à chaque jeune un parcours professionnel, un parcours d'alternance, un parcours d'engagement au sein de nos armées ou au sein de nos associations avec le service civique, mais de le vivre. Et le service national universel a vocation à augmenter cette force morale, et c'est les mots du président, je m'en souviens parce que ça m'a marqué, le 13 juillet devant les militaires, puisque c'était à l'hôtel de Brienne, exactement. Il a dit il faut augmenter la force morale en réalité de notre jeunesse, c'est-à-dire la capacité individuelle à répondre à un péril collectif. Après-demain s'ouvre un grand moment, le Conseil national de la refondation. Mais les oppositions boycottent le rendez-vous. Peu de corps intermédiaires s'y associent, peu de syndicats, les élus locaux sont perturbés. Comment donner du souffle à ce CNR ? Moi, je suis convaincue qu'une innovation sociale et politique comme le CNR apporte aujourd'hui des réponses absolument essentielles. On ne peut pas passer son temps à déplorer qu'il y ait une abstention de plus en plus forte, que le dialogue entre les partis et le démocratique n'est pas bon, et bouder. Et moi, j'ai envie de laisser les boudeurs bouder. Et finalement, ça sera bien difficile après d'expliquer qu'ils ne participent pas. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Se retrouver à un moment démocratique important, à travailler sur les déserts médicaux, sur l'urgence et l'importance de l'éducation nationale, sur les questions de santé, avec en plus
parce que moi je connais François Bayrou, je connais l'énergie qu'il y met. C'est lui qui va être moteur. Mais ça va être absolument essentiel. Et je sais que même face aux tâches les plus difficiles, eh bien, il arrive à trouver un chemin. Je salue aussi l'évolution des associations, d'élus qui ont bougé dans leur position. Hier soir, après la mobilisation personnelle du président de la République, je veux dire au plus profond de ma pensée. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas venir sont dans des postures, peut-être individuelles, peut-être par rapport à un calendrier de partis politiques, mais l'importance du moment que nous vivons, dans un moment où on a une jeunesse qui se radicalise, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, plus que jamais, nous avons besoin de concorde, et la concorde, elle se fait dans le débat. Mais tous les sujets que vous évoquez, disent les oppositions, c'est à l'Assemblée nationale qu'on va en débattre. Eh bien, c'est pas vrai. Le CNR, ce n'est pas le lieu où on légifère. Le CNR, c'est le lieu où on débat, on réunit la société civile et les responsables politiques. On légifère uniquement au Parlement. Et vous savez, moi, je suis extrêmement attachée à la Ve République. Je suis députée. J'ai été élue 2 fois députée. Et je tiens peut-être, mais de manière très personnelle, à nos institutions. Au sein du CNR, on débat, on construit, on propose, et le président de la République utilisera tous les moyens qui sont les siens pour que ce débat soit utile. Ça veut dire peut-être demain aller vers un référendum, ça veut dire peut-être demain soumettre évidemment des propositions, mais on légifère à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'autre évolution du moment, c'est la mutation de la République en marche en Renaissance. Comment le MoDem voit-il cette mutation? C'est pas finalement inquiétant pour vous? Vous n'allez pas être absorbé dans tout ça? Vous savez, moi je suis hyper contente de voir que notre parti allié se recompose, repose un socle de pensée, réouvre un débat d'idées avec en plus une recomposition dans les équipes dirigeantes en partant de la base. Moi je vois sur mon département Loire-Atlantique, ça fait du bien de rediscuter de chartes, de poser le corpus idéologique et de le déployer. On est à un moment qui est absolument important. Il ne faut pas oublier que l'extrême droite est au sein de notre Assemblée nationale et que l'extrême gauche l'est aussi. Et que d'une certaine manière, c'est cet été qui pousse et qui pousse aux propos excessifs et finalement à la colère ou à la fragmentation. On doit y répondre par ce qui est commun, les valeurs, les propositions et le débat politique. Encore une fois, il est absolument essentiel. La bataille à droite chez les LR, retaillée aux Ciotti, ça vous laisse espérer peut-être que les centristes, restés avec LR, vont revenir vers vous? Moi, j'appelle tous nos cousins centristes qui étaient à l'époque à l'UDF, qui étaient avec nous. C'était la même famille. Mais bien sûr, et puis c'est toujours la même famille de pensée. Après, ça a été, on va dire, des conjugaisons d'alliances et de partage territorial. La ligne d'un certain nombre de candidats à l'élection des Républicains n'est pas compatible avec les valeurs centristes. Et donc j'appelle tous les humanistes, tous les indépendants qui fondamentalement ont envie d'être alignés sur leur territoire et qui ont envie de regarder dans les yeux leurs électeurs, de rejoindre plus largement les mouvements du centre, les cousins, mais aussi le projet du président de la République. Sarah El Haïry, merci, bonne journée.